madame, mademoiselle, monsieur, suite à une erreur d'un collègue, le train n'est pas à destination de Paris, mais bien de Bandol. Qui est-ce? Cet homme? Tu demandes qui c'est? Tu demandes? Mais c'est mon arrière-grand-père. Tu demandes qui c'est? Tu demandes? Mais c'est... Ouais, le champignon, je m'incruste sous vos ongles. Tu demandes qui c'est? Tu demandes? Mais c'est... Squalala! Nous sommes partis! Bon alors, Harry Potter. Déjà, on sait qu'on ne part pas sur de la giga cohérence physique, voire de la cohérence tout court. Mais bon, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. La discussion physique d'aujourd'hui, c'est autour des référentiels non galiléens, en l'occurrence du Magicobus. Parce qu'encore une fois, ce qu'on voit est 100% débile, et a priori, n'importe qui étant déjà monté dans une voiture, ou en fait dans n'importe quoi qui roule, doit sentir qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette scène. Alors, à part le fait que c'est complètement con de mettre en place un système de bus inconfortable qui sillonne Londres, alors qu'il existe le putain de transplanage et les portes au loin, on peut quand même discuter du fait qu'Harry s'éclate la gueule contre cette vitre comme une merde. Recyclable d'ailleurs, on se souvient que la planète est en danger. C'est vrai que de prime abord, on peut se dire que c'est logique. Tout le monde a déjà fait l'expérience de se sentir projeté en quelque sorte vers l'avant quand une voiture freine, ou de s'enfoncer dans son siège quand la voiture accélère. Et la question à 1000 balles, c'est bien pourquoi? En fait, la voiture qui accélère ou décélère constitue un référentiel non galiléen. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Eh bien que si l'on décrit le mouvement d'un corps dans la voiture, on ne peut pas utiliser le principe fondamental de la dynamique, comme dans un exemple classique, sans faire apparaître les forces apparentes d'inertie d'entraînement et de Coriolis, qui rendent compte du fait que la voiture a une accélération non nulle et ou un mouvement de rotation par rapport à un référentiel galiléen. Qu'est-ce donc cette diablerie? Ce sont des notions assez velues, mais on va les résumer avec quelque chose d'un peu visuel. Prenons l'exemple d'un mec dans un bus, à tout hasard. Tant que le bus est à une vitesse v constante, dans un référentiel galiléen, on le considère comme un référentiel galiléen. Le bus, et donc le bonhomme, se déplace à la vitesse v dans le référentiel terrestre. Entre deux dates t0 et t1, le bonhomme et le bus parcourent donc une distance identique, L. Si le bonhomme saute, par exemple, il parcourra la même distance que le bus et retombera au même endroit dans le bus que lorsqu'il a sauté. Dans le référentiel du bus, tout se passe comme si le mec avait sauté sur place, sans que le fait qu'il soit dans un bus en mouvement ne change quoi que ce soit. Supposons maintenant, par exemple, que le bus décélère, c'est-à-dire qu'il perd de la vitesse au fil du temps. Le bus constitue un référentiel non galiléen. Il n'est plus à vitesse constante dans un référentiel galiléen. Comme précédemment, si le bonhomme saute, il conservera la vitesse du bus à la date t0. Donc, entre les dates t0 et t1, le bus parcourra une distance différente, L1, plus petite que la distance L que parcourra le mec. Ce dernier atterrira donc plus loin, et du point de vue du bus, c'est comme si une force était appliquée sur le bonhomme. Cette force est orientée dans le sens inverse à l'accélération du bus. C'est la force d'inertie d'entraînement. Dans un référentiel non galiléen en translation par rapport à un référentiel galiléen de référence, elle prend donc cette forme. FIE, la force d'inertie d'entraînement, est égale à moins M, la masse de l'objet dont on décrit le mouvement, fois l'accélération du bus. C'est cette force apparente qui est responsable du fait que vous êtes propulsé vers le pare-brise quand votre voiture freine. L'accélération de la voiture est orientée vers l'arrière et donc vous êtes propulsé vers l'avant. On remarque bien que cette force est directement proportionnelle à l'accélération du véhicule. C'est ça qu'on appelle prendre des G, quand l'accélération du véhicule est égale à plusieurs fois l'accélération de l'attraction terrestre et donc qu'on subit une force un peu énervée. Mais alors quel lien y a-t-il entre cette histoire de force d'inertie d'entraînement et le Magicobus? C'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est relativement respectée, à l'image de Harry qui s'étale comme une crêpe contre cette vitre. Bon, il va dans le bon sens, c'est déjà ça. Mais on est en droit de se demander si cette force qui le propulse est bien la bonne. Pourquoi? Bah parce que le Magicobus semble passer d'une vitesse très élevée à une vitesse nulle en très peu de temps, ce qui implique une décélération de baiser. On cherche donc à estimer la vitesse du Magicobus à cet instant, et la durée qu'il met à s'arrêter. On va supposer qu'il a une vitesse de croisière élevée, qu'on va évaluer à partir de cet extrait.
Cette scène a été tournée sur le Lambeth Bridge à Londres, pont qui mesure 252 mètres et dont le Magicobus traverse grosso modo la moitié en moins d'une seconde. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. On va donc considérer grossièrement qu'il se déplace en moyenne à une vitesse très importante de 126 mètres par seconde. On est sur du solide 450 km/h. On reste néanmoins bien en deçà de la vitesse du son dans l'air, à environ 0,3 Mach. Pas vraiment de problème d'écoulement de l'air et d'onde de choc de bâtard. Pour le moment, il n'y a pas trop de problème. En effet, si le bus a une vitesse constante, même ultra importante, il n'y a pas de force qui projette les petites victimes contre les vitres. En effet, une vitesse constante implique une accélération nulle, et donc une force d'inertie d'entraînement également nulle. Ce qui pose potentiellement problème, ce sont les phases de forte décélération, ici et ici. Qui dit passage d'une vitesse importante à une vitesse nulle, dit forcément décélération énervée sa mère, et donc haute probabilité de ribérisation. Vous êtes satellisé. On note grâce à cette scène qu'il passe de sa vitesse de croisière à l'arrêt en moins d'une seconde. Si on essaye de reporter la vitesse du Magicobus sur un graphique, on aurait une courbe passant forcément par ces deux points. Ça peut avoir plusieurs têtes différentes, et il est difficile de savoir quel profil cette courbe va adopter. On obtient l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse, en s'intéressant à la tangente à la courbe à chaque instant. Par exemple, en ce point, l'angle de la tangente nous renseigne sur l'accélération instantanée du Magicobus. On remarque qu'en toute logique, plus la variation de vitesse est importante sur un court laps de temps, plus l'accélération est importante. Mais alors, quelle accélération choisir pour effectuer les calculs? Eh bien on pourrait choisir le modèle d'une décélération uniforme, qui est somme toute logique si le mec pile comme un enculé, ou en l'occurrence qu'il actionne le frein à main, et qui s'avère bien pratique dans notre cas. De plus, d'après le théorème des accroissements finis, il existe nécessairement un point tel que l'accélération est égale à cette valeur. On remarque également que c'est le scénario qui évite les pics de décélération. Et on va être sympa en ne considérant que le scénario le plus favorable à cette scène. Vous fumez, monsieur? On va donc considérer une décélération constante à peu près 126 mètres secondes moins 2. On est de l'ordre de 13 G. Combien? Soit beaucoup plus que ce que subissent les pilotes d'avions de chasse. Mais c'est super ça! Bon, normalement à partir d'une petite dizaine de G de face, sans entraînement, on peut commencer à s'évanouir. Et il faut avoir une combinaison anti-G qui permet au cerveau de rester bien irrigué. Et quand on fait des tests, ou qu'on décolle dans une fusée, ou un avion de chasse, on est assis et sanglé, harnaché comme pas possible, et pas posé comme un schlag sur un putain de lit à roulettes. Bah ouais, logique. Voilà, en toute logique, Harry n'étant pas attaché, il devrait décoller et atterrir sur la vitre à peu près 120 mètres par seconde, soit avec une quantité de mouvement d'environ 6000 Newtons/seconde. C'est exactement ce qui se passe lors d'un accident de voiture, mais heureusement qu'on roule pas à 400 km/h sur l'autoroute. Pour vous donner une idée, c'est la quantité de mouvement d'une moto à une centaine de km/h. Donc sa tête qui s'écrase gentiment sur la vitre, c'est non. On part plutôt sur une défiguration doublée d'une solide paraplégie. Lui, mais aussi les lits à roulettes qui fonceraient en mode bélier dans le dos du conducteur. C'est quand même moyen comme système cette histoire. Après les roulettes, c'est pas si idiot. Si les lits étaient solidaires du bus, ce seraient les mecs qui dorment dedans qui seraient catapultés dans leur sommeil. Donc récapitulons. Si tu es attaché dans ce bus, au mieux t'es entraîné et t'es vraiment pas bien. Au pire, tu t'évanouis. Et si tu ne l'es pas, tu te fracasses tout simplement sur le pare-brise. Bon, on admettra que c'est complètement con comme fonctionnement, et même si on a un sort qui évite ce genre de problème, il n'empêche que Harry s'éclate la figure bien comme il faut 2 fois en 10 minutes. Ça veut dire que si t'as un sort qui peut éviter ce genre de problème, il est quand même moyen utile. Bref, on a vu comment marchait la force d'inertie d'entraînement, et maintenant vous y penserez la prochaine fois que vous monterez dans une voiture. Pouce bleu, abonnez-vous, je m'en bats les couilles, et à plus sous les bus. De l'or, merci.